Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Gemozo. Je m'appelle Inès et sont assis à mes côtés les autres membres du jury du prix Ado, organisé par la médiathèque des Portes des Vosges méridionales. Depuis le mois de janvier, nous avons lu les 5 romans sélectionnés par les bibliothécaires. Nous avons participé à 3 rendez-vous les samedis matins à la médiathèque, où nous avons pu échanger nos points de vue et participer à des ateliers d'écriture animés par Philippe Vallée. Voici les 5 romans sélectionnés cette année pour le prix Ado. Et la lune là-haut de Muriel Zurcher, Loup après tout de Jérôme Leroy, Le royaume de Pierre d'Angle de Pascal Kivigé, Tant de cerveau disponible de Dominique Corazza et Snap Killer de Sylvie Alouche. Des romans qui nous ont fait vibrer, qui nous ont aussi interpellés et qu'on a vraiment dévorés. Le 12 septembre, il a fallu faire un choix et c'est Snap Killer de Sylvie Alouche qui a été élu lauréat du prix Ado 2020. Aujourd'hui, et grâce à Radio Gemozo, nous allons pouvoir interviewer les auteurs par téléphone et leur poser des questions sur leur roman et leur métier d'écrivain. Pour ce dernier rendez-vous, nous avons le plaisir de discuter avec Muriel Zurcher, l'auteur de Et la lune là-haut, publié chez Thierry Magnier. C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre Alistair, un jeune adulte de 21 ans qui souffre de troubles de la personnalité, et de Yarrow, un jeune Africain qui vit dans la rue et qui est le roi de la débrouille. Même s'il est complètement décalé, Alistair est un génie. Derrière son écran, il a appris les mathématiques, la planétologie, les sciences des matériaux et même à décrypter les émotions des gens. Mais à 21 ans, Alistair n'est jamais sorti de l'appartement où il vit seul avec sa mère. Il n'a qu'un seul rêve, celui d'aller sur la Lune. Il s'y est préparé et sa mère lui a promis. Le jour où elle montera au ciel, il pourra faire ce qu'il voudra. Et ce jour-là arrive. En voyant ce jeune type à l'air un peu paumé sortir de l'immeuble, Yarrow, 18 ans, sans papier, pense avoir flairé la bonne affaire. Quand il comprend dans quelle galère il s'est fourré, il est déjà trop tard. Commence alors pour ce duo improbable et attachant une série d'aventures rocambolesques qui les aideront à se reconstruire et à se réconcilier avec la vie. Bonjour Muriel Zurcher et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour, avec plaisir. Votre roman nous a beaucoup plu et nous sommes très heureux de vous avoir ce matin au téléphone pour en parler. Ah, mais moi aussi, en plus, si mon roman vous a plu, alors ça me fait chaud au cœur, ça. Pour commencer, nous allons faire un petit tour de table. Je suis Lara et j'ai 13 ans. Je suis membre du jury du prix Ado à la médiathèque. Et à côté de moi sont assis les autres participants. Bonjour, je m'appelle Cerise et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Inès et j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Emma et j'ai 14 ans. Bonjour, bonjour à tous. Alors, et puis à ceux qui sont pas là, parce que je crois qu'il y en a qui attendent un petit peu dans le couloir. Donc, bonjour à tout le monde. Muriel Zurcher, pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Depuis combien de temps écrivez-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Alors, mon parcours, il est long déjà, parce que j'ai 49 ans. Donc, il s'en est pas de choses pendant 49 ans. J'ai pas écrit quand j'étais petite. Il y a des collègues écrivains qui écrivent depuis qu'ils sont tout petits, c'est pas du tout mon cas. Moi j'ai commencé à écrire très tard, vers 35 ans. Donc j'avais déjà fait des études, je travaillais, j'avais des enfants, j'étais déjà vraiment très très adulte et très installée dans la vie. Et puis j'ai changé de travail et il y a eu une période pendant laquelle je n'ai pas de travail parce que mon poste suivant commençait un petit peu plus tard. Et je me suis ennuyée en fait. Et donc en réfléchissant à la manière dont je pouvais occuper mes journées, comme mes enfants étaient abonnés à des magazines de type J'aime lire, Pomme d'Api, tout ça, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'essayer d'écrire une histoire. Ça avait l'air facile en plus. Donc j'ai fait ça, j'ai écrit une histoire, je l'ai envoyée et elle a été refusée. Donc j'en ai écrit une deuxième, elle a été refusée, une troisième, refusée de nouveau. Alors j'étais très très vexée parce que j'avais pas tellement l'habitude d'échouer comme ça. Donc j'ai persévéré parce que je me suis dit allez, je continue. Et puis finalement la personne à qui j'envoyais toujours mes histoires, un jour elle m'a rappelé et elle m'a expliqué ce qui n'allait pas dans mes histoires. Elle m'a expliqué en fait comment on écrit une histoire, comment on structure une histoire, comment on l'écrit pour les enfants. Et ça m'a tellement passionnée
que j'ai continué à écrire, même après avoir repris mon travail. Et puis j'ai écrit pour les enfants de plus en plus grands, pour les adolescents, et j'ai continué à écrire aussi pour les petits. Voilà comment ça s'est passé. C'est un petit peu le hasard de la vie. Comment se déroule votre travail d'écriture? Qu'est-ce qui vous influence dans le choix de vos thèmes? Alors mon travail d'écriture, il y a un très long temps de réflexion autour de l'histoire qui se passe tout au fond de mon crâne, en arrière-fond. J'en ai pas vraiment conscience. Il y a des éléments comme ça qui surgissent, mais j'y fais pas forcément très très attention. Et à un moment, il y a une idée d'histoire qui arrive. Je choisis pas tellement le thème, c'est l'idée elle-même qui arrive. Et là, c'est comme si tout ce que j'avais à l'arrière du crâne et que je ne voyais pas, comme si tout ça se cristallisait, commençait à faire une sorte de sculpture d'histoire, commençait à former une sorte de boule d'argile d'histoire. Et cette boule d'argile d'histoire, je la malaxe jusqu'à voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et à partir de là, je me dis que je vais pouvoir passer à l'écriture. Donc souvent, je fais un plan. Alors de moins en moins, mais souvent je fais un plan pour me rassurer sur le fait que j'arriverai au bout de mon histoire, que je me retrouverai pas coincée au milieu. Et je commence à écrire. Alors j'écris dans la foulée, j'écris comme ça me vient, sans réfléchir, en essayant de suivre mon plan. Puis assez rapidement, finalement, mon plan, je le suis plus parce que j'avais prévu pour les personnages, comme au fur et à mesure où j'écris, je les connais de mieux en mieux. Les personnages que j'ai prévus dans mon plan, ça va plus, donc ça leur correspond pas, ça leur ressemble pas. Donc je continue comme ça à écrire jusqu'à la fin, si tout va bien. Et après ça, je retravaille ce premier jet, parce que souvent l'écriture de ce premier jet, elle est très loin d'être parfaite. Alors même en y retravaillant, de toute façon, elle n'est jamais parfaite. Donc j'y retravaille pour chercher la musique qui peut correspondre à ce que je suis en train de raconter. Si je raconte une scène d'action, par exemple, la musicalité du texte va être très heurtée, avec des phrases très rapides, avec des sons très durs. Si je vais être dans une scène très apaisante et très calme, il va y avoir des phrases plus longues, peut-être des dialogues plus longs aussi. Donc voilà, je retravaille ça par rapport à l'oreille, en fait. Je retravaille à l'oreille. D'accord. Quel a été votre premier roman? Le plus premier roman que j'ai écrit, mais c'est pas le premier qui a été publié, mais c'est le premier que j'ai écrit. C'était le premier tome d'une série qui s'appelle Le Tourneur de pages. Et c'est l'histoire de deux frères, Alcan et Tahar, qui vivent sous une sorte de grande bulle où a été rassemblé tout ce qui reste d'humanité, parce que à l'extérieur il y a la pollution, etc. C'est devenu invivable. Et le problème, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui vivent sur cette toute petite bulle, le risque d'avoir des conflits est très important. Et donc pour éviter ça, au moment de la naissance des bébés, on greffe une petite bille au niveau du nombril, et cette bille, elle permet de gérer à distance les émotions. Comme ça, si quelqu'un est en colère, on efface la colère. Si quelqu'un déborde de joie et que ça fait trop de bruit, hop, on enlève la joie. Quelqu'un est triste, on enlève la tristesse. Et donc la vie est comme ça très très calme. Sauf qu'un jour, il y a un des deux frères, Alcan, qui fait du skate, qui tombe et qui casse cette petite bille. Et il rentre chez lui, et là, il découvre que son frère n'est plus là. En fait, son frère, il ne respectait pas l'une des règles très importantes qui existent dans ce monde. Il y a beaucoup de règles pour pouvoir vivre en société. Et l'une des règles, c'est qu'il est interdit de dessiner des visages, des personnes. Au début, on ne sait pas pourquoi, mais... Et lui, il en dessine, mais sans arrêt. Il en dessine par terre dans le sable, sur la buée des vitres. Il a des visages qui lui viennent à l'esprit comme ça, et il les dessine. Et il a été puni, réprimandé, mais il a grandi, il continue à dessiner. Et en fait, son frère, donc, qui a cassé sa petite bille du nombril, rentre chez lui, découvre qu'il n'a plus son frère, et donc il demande à ses parents, mais où est-ce qu'il est passé, Tahar? Et ses frères lui disent, mais enfin, ça va pas, mais t'es fils unique. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas de frère, mais oula, t'as de la fièvre. Et à ce moment-là, Alcan se rend compte qu'en fait, son frère qui a désobéi à une règle importante a été enlevé
et a été effacée des mémoires. C'est-à-dire que la bille qui sert à gérer les émotions, elle sert aussi à gérer la mémoire. Et donc il va quitter ce monde. Il va découvrir qu'on lui a menti, que dehors, oui, il y a des végétaux urticants, mais qu'on peut quand même marcher, on peut même vivre, même s'il y a des monstres, et ces monstres finalement ils sont pas si terribles. La preuve en est qu'il existe un village où vivent des hommes, et avec une jeune fille avec qui il va s'allier, il va revenir sous cette bulle pour essayer de trouver ce qui est advenu de son frère. Merci. Merci. Les chapitres sous forme de compte à rebours alternent entre les points de vue d'Alistair et de Yarrow. Est-ce que cette construction s'est posée dès le début de l'écriture ? Oui, il avait vraiment de faire entendre leurs voix, qui sont deux voix vraiment très différentes, et également de faire entendre Alistair grand, adulte, et Alistair petit, parce que c'était ces chapitres sur la manière dont il a grandi, dont il a été élevé, qui éclairent ce qu'il est aujourd'hui dans le roman. Donc oui, j'ai commencé, j'avais décidé de fonctionner comme ça. J'ai commencé à l'écrire et ça marchait, donc j'ai continué. D'accord. Alistair et Yarrow sont deux héros de votre roman et les liens forts qu'ils tissent au fur et à mesure de l'histoire nous ont touchés. Ils sont à la fois très drôles et émouvants. Y a-t-il des personnes qui vous les ont inspirés ? Alors j'avais pas de personnes vraies que je connaisse qui m'auraient servi à construire ces personnages, mais forcément moi j'écris avec ce que je suis, avec ce que je connais, avec ce que j'ai vécu, avec mon histoire, mes émotions. Donc forcément il y a forcément des personnes à qui je suis allée shipper des choses pour les mettre dans ces personnages. En fait au début de ce projet, il est parti d'une discussion que j'avais eue une fois avec un collègue à l'occasion d'un salon du livre. Et ce collègue, Éric Pessan, il me racontait que, il faisait deviner d'ailleurs, qu'au moment du premier pas de l'homme sur la Lune, il disait, mais alors quelle est la première chose qui a été faite au moment du premier pas sur la Lune? Et la réponse, c'est jeter la poubelle. Et ça m'a tellement interpellée, cette histoire, que je me suis dit, ça pourrait être vraiment chouette d'avoir quelqu'un qui se dise, qui découvre ça, qui se dise, moi je vais aller la chercher, cette poubelle. Il n'est pas question de la laisser sur la Lune. Sauf qu'évidemment, on sait bien que on peut pas aller sur la Lune. Enfin, il faut devenir astronaute, c'est super compliqué, donc c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Donc, il me fallait un personnage qui puisse croire à un rêve d'enfant, mais en étant quand même grand, jeune adulte. Et c'est comme ça que c'est petit à petit constitué, je dirais, le personnage d'Alistair dans ma tête. Et après, je voulais qu'Alistair ne soit pas tout seul pour mener cette aventure, parce que comme il n'a jamais connu la vie à l'extérieur, il était enfermé dans cet appartement pendant toute sa vie. Je savais qu'il aurait besoin d'aide, et c'était ça aussi qui était intéressant, c'était de voir comment est-ce qu'une personne peut aider l'autre, et réciproquement. Et je me suis demandé quel autre personnage pouvait aider Alistair. Et c'est là où j'ai pensé à un migrant, parce que les personnes qui quittent leur pays, c'est pas une décision comme ça prise. C'est une décision très importante. Ils abandonnent tout, ils abandonnent leur famille, ils abandonnent leur pays, ils abandonnent leur culture. Et pour moi, c'était un petit peu comme aller sur la Lune. C'est dangereux, on ne sait pas comment va se passer le trajet, on ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas, et en même temps on a envie, on a envie parce que c'est la possibilité d'une nouvelle vie qui s'ouvre. Donc je me suis dit que voilà, un migrant, ça pouvait être un personnage qui éclairait cette histoire, ou qui en tout cas comprenait ce rêve d'Alistair. Le rêve d'Alistair fait finalement écho en Yarrow, parce que lui-même a eu ce rêve, différent, pas celui d'aller sur la Lune, mais celui d'aller dans un autre pays. Donc voilà, il n'y a pas de personnes il y a sûrement des personnes qui m'ont inspirée, mais alors c'est complètement inconscient. Et voilà comment je les ai bâtis.
deux héros. D'accord. La relation entre Alistair et sa mère est très particulière. Comment l'avez-vous imaginée? Alors là aussi, ça vient de l'idée du roman elle-même, puisque, comme je le disais tout à l'heure, quand on est ado ou quand on est en jeune adulte, on sait que c'est très compliqué d'aller sur la Lune. On ne peut pas y aller comme ça parce qu'on a décidé à un jour donné d'aller sur la Lune. Donc il fallait que la personnalité d'Alistair soit compatible avec ça. Et j'avais pas envie de mettre en scène une thématique d'un profil psychique particulier. Donc j'ai cherché en fait qu'est-ce qui, dans l'histoire d'Alistair, aurait pu aboutir à cette vision du monde extrêmement naïve finalement qu'il a, alors qu'il est très intelligent. Et j'ai pensé à cette idée de la mère qui enferme son fils parce que finalement elle l'aime trop et elle se rend pas compte que elle croit le protéger et finalement c'est exactement l'inverse qu'elle fait. Et souvent dans les livres que j'écris, il y a beaucoup de cette thématique de comment est-ce que le fait d'aimer est un risque énorme parce qu'on peut être blessé par cet amour et comment est-ce qu'on peut se reconstruire et comment est-ce qu'après avoir été blessé par un amour, on accepte de reprendre le risque alors que c'est tellement douloureux. Et là, c'était un petit peu cette situation, mais inversée. D'accord. Alistair a un rêve fou, une idée fixe, aller sur la Lune. Ses amis vont jouer le jeu et tout mettre en œuvre pour l'aider dans ses démarches. Quel est votre rêve le plus fou? Voilà, ça c'est une question qui est super compliquée parce que si je mets de côté tout ce qui est les rêves un peu humanistes, de la planète va mieux, tout le monde mange à sa faim, tout le monde est heureux sur la planète, voilà. Si je cherche un rêve personnel, ce serait peut-être un rêve personnel et égoïste, je dirais. Ce serait peut-être devenir sourcière. C'est découvrir comment on peut avoir ce contact avec les éléments naturels, la terre, mais la terre brute, quoi, l'argile, l'eau, l'air, qui fait que notre corps nous indique où est-ce qu'il peut y avoir de l'eau qui coule sous nos pieds, à quelle distance, quelle quantité. C'est quelque chose qui me fascine complètement. Je trouve ça magique et ouais, j'aimerais beaucoup connaître la sensation en fait que peuvent avoir les sourciers pour pouvoir apporter toutes ces informations-là. Voilà, c'est mon rêve. Est-ce que c'est un don ou est-ce que ça s'apprend de devenir sorcière? Sourcière, hein, pas sorcière. Hein. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux, mais j'avoue que je n'en sais rien. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, donc c'est possible. C'est pas un pouvoir magique comme je sais pas comprendre le langage des animaux ou savoir voler ou pouvoir lire les pensées des autres. C'est quelque chose qui existe sur tous les continents. Donc c'est pas magique. Mais est-ce qu'on l'apprend ou est-ce que c'est inné, je ne sais pas. D'accord, merci. Votre canapé est-il confortable? Il n'est pas trop mal. Il est pas trop mal. Mais l'endroit que je préfère pour m'asseoir, c'est un grand fauteuil. C'est d'ailleurs souvent là où je m'installe pour travailler. Il a un très grand dossier, des accoudoirs super. Il est large, il est moelleux, il est au top. D'accord. Est-ce que vous êtes une fan de Plus belle la vie? Alors, pas du tout. C'est vrai que Plus belle la vie a une place importante dans le roman. En fait, c'est un petit clin d'œil à une collègue que j'apprécie beaucoup, on est devenus amis, qui est scénariste pour ce feuilleton télévisé. Et donc, quand on discute ensemble, elle m'en parle forcément souvent. Et
Et moi, j'ai jamais regardé, donc je ne connais pas du tout. Donc c'est toujours source de rigolade, je dirais, ce sujet. Ok. Quel genre de lectrice êtes-vous? Qu'aimez-vous lire en général? Alors, je suis une lectrice, je suis une grande lectrice. J'aime lire, j'aime beaucoup lire. Je lis beaucoup. Je ne vais pas forcément au bout des livres d'ailleurs. Je lis quand je sens que je ne suis pas accrochée, j'arrête ma lecture. Quand à l'inverse je suis dans le monde de ce livre-là, je le poursuis jusqu'au bout. Je lis de tout. Je lis des romans, je lis des essais, je lis des documentaires, je lis des livres qui sont plutôt de la littérature générale, c'est-à-dire pour les adultes. Je lis de la littérature qui est plutôt pour la jeunesse, alors pour les ados, pour les enfants, pour les tout petits aussi. Donc le livre en fait c'est plus qu'Internet, plus que la télé par exemple, plus que les films. C'est pour moi une fenêtre qui est ouverte sur les gens. En fait, ça me permet de rencontrer des personnes. Alors, elles ne sont pas réelles puisque ce sont des héros, mais ça me permet de rencontrer un nombre de personnes que je ne pourrais jamais rencontrer. Soit parce qu'elles sont très différentes de moi, je ne serais jamais amenée à les croiser, soit parce que tout simplement le nombre, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans l'intimité de personnes comme ça rapidement. Donc je ne pourrais pas connaître autant de monde que ça. Donc c'est une sorte de porte vers l'humain, vers la connaissance de l'humain. Et en ce moment, qu'est-ce que vous lisez? En ce moment, je lis... alors c'est un livre, j'en lis toujours plusieurs à la fois même. En ce moment, je lis un livre, un roman, qui s'appelle Arcadie, et qui est l'histoire d'une petite fille qui devient adolescente au cours du livre d'ailleurs, qui vit dans une sorte de communauté dans laquelle ne sont autorisées aucune onde. Donc il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. Et elle va à l'école classique, donc elle est forcément un petit peu décalée par rapport à ses camarades parce qu'elle est au courant de rien. Et dans cette communauté, on lui interdit d'avoir un téléphone, on lui interdit. Mais en même temps, cette communauté, elle est très douce, elle est très protectrice. Il y a des personnes qui la constituent qui ont des caractères forts et qui sont très bienveillants. Et donc, elle grandit dans cette communauté avec ce contraste qu'elle ressent entre sa vie extérieure et sa vie au sein de cette communauté. Lisez-vous tous les avis et toutes les critiques qui concernent votre roman? Ah non, pas du tout. Alors des fois je tombe dessus parce que sur Instagram j'ai un compte officiel qui est Muriel Zurcher, et j'ai un compte secret, qui est plus très secret parce que j'en parle quand même, mais qui s'appelle Vie Moisie, parce que je trouve très dur de découvrir la vie des autres, qui est toujours extraordinaire, exceptionnelle. Alors, les gens, ils ont tous, quand je regarde sur les réseaux sociaux, une vie plus belle que moi. Et les collègues qui écrivent des livres, les livres ont toujours aussi, j'ai l'impression que j'ai, envers les réseaux sociaux, plus de succès, sont plus appréciés. Et moi, quand je regarde les avis sur mes livres, alors il y en a beaucoup d'avis, il y a beaucoup d'avis positifs. Parfois, il y en a un qui nuance, qui dit tel truc, c'est dommage, j'aurais préféré que. Et là, je retiens que ça en fait. Ça me brise, hein, ça me détruit. Donc, non seulement j'essaie d'aller le moins possible lire les avis sur mes livres, parce que s'il y a une toute petite chose négative, même anodine, ça me coupe les ailes ça me attise mes doutes sur l'écriture que je suis en train de mener sur un autre ouvrage. Et aussi, j'ai donc créé ce compte Instagram Vie Moisie, parce que je montre en fait que la vie, elle n'est pas forcément formidable. Donc c'est un peu
le conte de la vie des losers. Et finalement, le conte de la vie des losers, cette vie-là, elle est pas si mal non plus. C'est-à-dire qu'il suffit de changer un petit peu de regard sur la loose pour en voir un peu la poésie. D'accord. Avez-vous des projets d'écriture en cours et de quoi avez-vous envie de parler dans vos prochains romans pour ados? Oui, là, je suis en train d'écrire un roman et c'est l'histoire d'un garçon qui, depuis qu'il est tout petit, a été élevé par son père qui le prépare au grand effondrement. Son père, il pense que toute la société va se casser la figure, qu'il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de services de santé, il n'y aura plus tout ça. Et ce qu'il veut, c'est que son fils soit prêt à ça. Et comme il pense qu'avec le grand effondrement arrivera la loi du plus fort, il prépare son fils à être capable d'être le plus fort. C'est le même sujet qu'un autre roman qu'on a lu pour le prix ado. Ah, c'est lequel alors? Lou après tout de Jérôme Leroy. Ah, bah alors je vais aller lire ça. Merci pour l'info. Merci Muriel Zucker. L'interview s'achève sur cette dernière question. Nous sommes très heureux d'avoir pu échanger avec vous autour de votre roman, dont je rappelle le titre « Et la lune là-haut », publié chez Thierry Magnier, un roman sur la différence et sur l'amitié que nous vous conseillons vivement de lire. C'est drôle, émouvant et poétique. Vous ne serez pas déçus. Sur cette dernière interview que s'achève le prix ado 2020. Tous les romans dont nous vous avons parlé sont bien sûr disponibles à la médiathèque intercommunale. N'hésitez pas à venir les emprunter. Un énorme merci à Radio Gemozo qui nous permet de faire ces interviews et à Philippe Vallée pour ses ateliers d'écriture inspirants. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.